Deuxième partie, la première loi, l'évidence. Chapitre 4, l'homme qui n'avait pas l'air bien. Le psychologue Gary Klein m'a un jour raconté l'histoire d'une femme qui avait assisté à une réunion de famille. Elle avait passé des années à travailler comme ambulancière et, en arrivant à l'événement, elle s'inquiéta vivement à la vue de son beau-père. « Vous ne m'avez pas l'air en forme. Je n'aime pas trop ça, avait-elle dit. Son beau-père, qui se sentait parfaitement bien, avait répondu en plaisantant « Eh bien, tu ne m'as pas l'air en forme non plus. »« Non, avait-elle insisté, nous devons vous conduire à l'hôpital dès maintenant. » Quelques heures plus tard, l'homme subissait une opération chirurgicale qui lui sauva la vie après qu'un examen eut révélé qu'il avait une artère principale bloquée et qu'il risquait une crise cardiaque imminente. Sans l'intuition de sa belle-fille, il aurait pu mourir. Qu'avait vu l'ambulancière ? Comment avait-elle pu prévoir une crise cardiaque imminente ? Lorsque les artères principales sont obstruées, le corps renvoie le sang vers les organes vitaux, loin des régions périphériques comme la surface de la peau, ce qui modifie la circulation du sang dans le visage. Après de nombreuses années de travail auprès de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, la belle-fille avait développé, sans le savoir, la capacité de reconnaître ce type de cas. Elle ne pouvait pas expliquer ce qu'elle avait remarqué sur le visage de son beau-père, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Des histoires similaires existent dans d'autres domaines. Par exemple, les analystes militaires peuvent identifier quel point sur un écran radar est un missile ennemi et quel point est un avion de leur propre flotte, même s'ils se déplacent à la même vitesse, à la même altitude et ont quasiment la même apparence sur l'écran radar. Pendant la guerre du Golfe, le capitaine de corvette Michael Riley a sauvé un navire de guerre après avoir ordonné la destruction d'un missile, alors que celui-ci ressemblait en tout point à l'un de ses propres avions sur l'écran radar. Il avait raison, mais même ses officiers supérieurs n'ont pu expliquer comment il avait eu cette intuition. Les conservateurs de musées font généralement parfaitement la différence entre une œuvre d'art authentique et une contrefaçon produite par un expert, même s'ils ne peuvent pas vous dire quels détails précis les y ont aidés. Des radiologues expérimentés peuvent examiner un scanner cérébral et prédire la zone dans laquelle un AVC se développera avant que des signes évidents ne soient visibles pour un œil non averti. J'ai même entendu parler de coiffeurs qui savaient si une cliente était enceinte uniquement à la sensation qu'ils avaient en touchant ses cheveux. Le cerveau humain est une machine à prédire. Il parcourt en permanence notre environnement et analyse les informations qu'il contient. Chaque fois que vous rencontrez une situation qui se répète, par exemple un ambulancier voyant le visage d'un patient victime d'une crise cardiaque ou un analyste militaire découvrant un missile sur un écran radar, votre cerveau note ce qui est important, trie les détails, met en évidence les déclencheurs pertinents et archive ces informations pour une utilisation future. Avec suffisamment de pratique, vous pouvez détecter les déclencheurs qui prédisent certains résultats sans y penser consciemment. Votre cerveau codifie automatiquement les leçons tirées de votre expérience. Nous ne pouvons pas toujours expliquer ce que nous apprenons, mais l'apprentissage se fait tout au long de votre parcours et votre capacité à remarquer les déclencheurs pertinents dans une situation donnée est à la base de toutes vos habitudes. Nous sous-estimons à quel point notre cerveau et notre corps peuvent agir sans réfléchir. Vous ne dites pas à vos cheveux de pousser, à votre cœur de pomper, à vos poumons de respirer ou à votre estomac de digérer. Et pourtant, votre corps digère tout cela, et plus encore en pilote automatique. Vous êtes beaucoup plus que votre soi conscient. Prenons l'exemple de la faim. Comment savez-vous quand vous avez faim ? Il n'est pas nécessaire de voir un gâteau sur la table pour se rendre compte qu'il est temps de manger. L'appétit et la faim sont gérés inconsciemment. Votre corps utilise différentes boucles de rétroaction qui vous alertent progressivement lorsqu'il est temps de manger à nouveau et qui suivent ce qui se passe autour de vous et en vous. Des fringales peuvent survenir en raison des hormones et des produits chimiques qui circulent dans votre corps. Tout à coup, vous avez faim, même si vous ne savez pas vraiment ce qui vous a prévenu. C'est l'une des idées les plus surprenantes sur nos habitudes. Vous n'avez pas besoin de connaître le déclencheur pour commencer à prendre une habitude. Vous pouvez remarquer une opportunité et agir sans y consacrer une attention consciente. C'est ce qui rend les habitudes utiles. C'est aussi ce qui les rend dangereuses. Au fur et à mesure que les habitudes se forment, vos actions relèvent de votre esprit automatique et non conscient. Vous tombez dans de vieux schémas avant de réaliser ce qui se passe.
À moins que quelqu'un ne le signale, vous ne remarquerez peut-être pas que vous vous couvrez la bouche avec la main chaque fois que vous riez, que vous vous excusez avant de poser une question ou que vous avez l'habitude de finir les phrases des autres. Et plus vous répétez ces schémas, moins vous risquez de vous demander ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Un jour, j'ai entendu parler d'un employé de magasin qui avait reçu pour instruction de découper des cartes cadeaux vides après que les clients avaient épuisé le solde de leurs cartes. Un jour, l'employé a encaissé plusieurs clients à la suite qui avaient acheté des cartes cadeaux. Lorsque le client suivant s'est avancé, l'employé a pris sa carte de crédit, a pris les ciseaux, puis a découpé la carte en deux en exécutant cette tâche de façon totalement automatique avant de regarder le client abasourdi et de réaliser ce qui venait de se passer. Dans le cadre de mes recherches, j'ai rencontré une femme, ancienne enseignante en classe maternelle, qui avait changé de travail et était passée dans le privé. Même si elle travaillait maintenant avec des adultes, elle avait conservé ses anciennes habitudes et elle demandait toujours à ses collègues si elle s'était lavé les mains après être allée aux toilettes. J'ai aussi découvert l'histoire d'un homme qui avait passé des années à travailler comme secouriste et qui criait parfois « Arrête de courir !» quand il voyait un enfant courir. Au fil du temps, les déclencheurs de nos habitudes deviennent si courants qu'ils sont pratiquement invisibles. Les friandises sur le plan de travail de la cuisine, la télécommande située à côté du canapé, le téléphone dans nos poches. Nos réponses à ces déclencheurs sont si profondément encodées qu'il peut sembler que l'envie d'agir vienne de nulle part. Nous devons donc commencer le processus de changement de comportement avec conscience. Avant de pouvoir créer efficacement de nouvelles habitudes, nous devons maîtriser nos habitudes actuelles. Cela peut être plus difficile qu'il n'y paraît car une fois qu'une habitude est fermement ancrée dans votre vie, elle est généralement inconsciente et automatique. Si une habitude reste automatique, vous ne pouvez pas espérer l'améliorer. Comme l'a dit le psychologue Carl Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Le tableau de bord des habitudes. Le système ferroviaire japonais est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Si vous prenez le train à Tokyo, vous remarquerez que les conducteurs ont une habitude particulière. Chaque fois qu'ils conduisent, s'effectue un rituel consistant à pointer différents objets et à annoncer des commandes. À l'approche d'un feu de signalisation, l'opérateur le désigne et dit « Le feu est vert ». Lorsque le train entre et sort d'une gare, l'opérateur pointe le compteur de vitesse et signale la vitesse exacte. Au moment de partir, il indique les horaires du train et l'heure de départ. Sur le quai, d'autres agents effectuent des actions similaires. Avant le départ des trains, les membres du personnel pointent du côté du quai et indiquent « La voie est libre ». Chaque détail est identifié, pointé et énoncé à haute voix. Ce processus appelé « pointing and calling », pointer et annoncer, est un système de sécurité conçu pour réduire les erreurs. Cela peut paraître idiot, mais il fonctionne incroyablement bien. Le fait de pointer et d'annoncer une anomalie permet d'éliminer jusqu'à 85% des erreurs et de réduire les accidents de 30%. Le métro new-yorkais a adopté une variante qui consiste à pointer uniquement. Dans les 2 ans suivant sa mise en œuvre, les incidents dus aux rames mal positionnées ont chuté de 57%. La méthode Pointing and Calling est particulièrement efficace parce qu'elle permet d'augmenter le niveau de prise de conscience d'une habitude automatique. Sachant que les chefs de train doivent utiliser leurs yeux, leurs mains, leur bouche et leurs oreilles, ils sont plus susceptibles de détecter des problèmes avant que les choses ne se passent mal. Ma femme applique un principe similaire. Chaque fois que nous préparons à sortir, elle désigne oralement les éléments les plus importants dont elle a besoin. J'ai mes clés, j'ai mon portefeuille, j'ai mes lunettes, j'ai mon mari. Plus un comportement devient automatique, moins nous y pensons consciemment. Et quand nous avons fait quelque chose 1000 fois auparavant, nous commençons à négliger les détails. Nous supposons que la prochaine fois sera comme la précédente. Nous sommes tellement habitués à faire ce que nous avons toujours fait que nous ne nous arrêtons pas pour nous demander si c'est vraiment la meilleure chose à faire. Beaucoup de nos échecs en matière de performance sont en grande partie liés à un manque de conscience de soi. Rester conscient de ce que nous sommes en train de faire est l'un de nos plus grands défis pour changer nos habitudes. Cela aide à expliquer pourquoi les conséquences de mauvaises habitudes peuvent nous envahir. Nous avons besoin d'un système de point and call pour nos vies personnelles. C'est sur ce point que s'appuie le tableau de bord des habitudes, un exercice simple que vous pouvez effectuer pour prendre conscience de votre comportement.
Pour créer votre propre tableau de bord, dressez la liste de vos habitudes quotidiennes. Voici quelques éléments de départ pour votre liste. Réveil, arrêt du réveil, consultation du téléphone, toilette, pesée, douche, brossage des dents, fil dentaire, déodorant, suspension de serviettes pour séchage, habillage, tasse de thé, etc. Une fois que vous avez établi la liste complète, examinez chaque comportement et posez-vous la question suivante. S'agit-il d'une bonne habitude, d'une mauvaise habitude ou d'une habitude neutre? Si c'est une bonne habitude, écrivez plus à côté. Si c'est une mauvaise habitude, écrivez moins. Si c'est une habitude neutre, écrivez égal. Par exemple, la liste ci-dessus pourrait ressembler à ceci. Réveil égal, arrêt du réveil égal, consultation du téléphone moins, toilette égale, pesée plus, douche plus, etc. Les notes que vous attribuez à une habitude particulière dépendent de votre situation et de vos objectifs. Pour quelqu'un qui essaie de perdre du poids, manger un croissant avec du Nutella tous les matins peut être une mauvaise habitude. Pour quelqu'un qui essaie de grossir et de gagner en masse musculaire, le même comportement pourrait être une bonne habitude. Tout dépend de vos objectifs. Noter vos habitudes peut être un peu plus complexe, mais pour une autre raison. Les étiquettes « bonne habitude » et « mauvaise habitude » sont légèrement inexactes. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes, il n'y a que des habitudes efficaces. C'est-à-dire qu'elles sont efficaces pour résoudre des problèmes. Toutes les habitudes vous servent d'une manière ou d'une autre, même les mauvaises. C'est la raison pour laquelle vous les répétez. Pour cet exercice, classez vos habitudes en fonction de leur avantage à long terme. De manière générale, les bonnes habitudes ont des résultats positifs nets. Les mauvaises habitudes ont des résultats négatifs nets. Fumer une cigarette peut réduire le stress sur le moment. C'est la raison pour laquelle vous fumez à ce moment précis. Mais ce n'est pas un comportement sain à long terme. Si vous avez toujours du mal à déterminer comment noter une habitude particulière, voici une question que j'aime me poser. Ce comportement m'aide-t-il à devenir le type de personne que je souhaite être ? Cette habitude permet-elle de voter pour ou contre l'identité que je souhaite? Les habitudes qui renforcent l'identité souhaitée sont généralement bonnes. Les habitudes qui entrent en conflit avec l'identité souhaitée sont généralement mauvaises. Lorsque vous créez votre tableau de bord des habitudes, il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit au début. Le but est simplement de remarquer ce qui se passe réellement. Observez vos pensées et vos actions sans jugement ni critique interne. Ne vous en voulez pas pour vos fautes, ne vous félicitez pas pour vos réussites. Si vous mangez une barre de chocolat tous les matins, reconnaissez-le, comme si vous le constatiez chez autrui. Si vous en faites une consommation excessive, remarquez simplement que vous consommez plus de calories que vous n'auriez dû. Si vous perdez du temps en ligne, notez que vous passez votre vie à des occupations qui ne vous conviennent pas. La première étape pour changer les mauvaises habitudes est de les surveiller. Si vous sentez que vous avez besoin d'une aide supplémentaire, vous pouvez essayer d'appliquer la méthode Pointing and Calling dans votre vie. Dites à haute voix l'action que vous envisagez d'effectuer et quel en sera le résultat. Si vous souhaitez réduire le grignotage tout en prenant un autre gâteau, dites à voix haute « Je suis sur le point de manger ce gâteau, mais je n'en ai pas besoin. Le manger me fera prendre du poids et sera mauvais pour ma santé. » Entendre à voix haute vos mauvaises habitudes vous permet de mieux visualiser les conséquences. Cela met en avant l'action plutôt que le fait de continuer inconsciemment dans une vieille routine. Cette approche est utile même si vous essayez simplement de vous rappeler un élément de votre liste de tâches. Dire à voix haute « Demain, je dois aller au bureau de poste après le déjeuner » augmente les chances que vous le fassiez. Vous vous engagez à reconnaître le besoin d'agir et cela peut faire toute la différence. Le processus de changement de comportement commence toujours par la prise de conscience. Des stratégies telles que le Pointing and Calling et le tableau de bord des habitudes ont pour objectif de vous aider à identifier vos habitudes et à reconnaître leurs déclencheurs, ce qui vous permet d'adopter une approche qui vous est favorable. Résumé du chapitre. Avec suffisamment de pratique, votre cerveau capte les déclencheurs qui provoquent certains résultats sans y penser consciemment. Une fois que nos habitudes sont devenues automatiques, nous ne faisons plus attention à ce que nous faisons.
Le processus du changement de comportement commence toujours par la prise de conscience. Vous devez connaître vos habitudes avant de pouvoir les modifier. La méthode Pointing and Calling augmente votre niveau de conscience d'une habitude automatique en verbalisant vos actions. Le tableau de bord des habitudes est un exercice simple que vous pouvez utiliser pour prendre davantage conscience de votre comportement.